Le service de cloud gaming de Nvidia, Nvidia GeForce Now, a énormément de nouveautés et on va en parler parce qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes que j'ai pu tester. Alors je le précise tout de suite, j'ai été invité par Nvidia pour tester, mais je ne suis pas payé pour en parler ou autre, c'est un avis totalement honnête et objectif, en tout cas me concernant. Je dis me concernant parce qu'il y a des choses que je peux voir et qui peuvent me déranger, qui peuvent ne pas vous déranger et vous pouvez même ne pas les voir, donc c'est pour ça que je dis que ça reste objectif par rapport à moi, mais bref, de toute façon vous connaissez un peu les vidéos, donc je vais donner mon avis et vous pourrez vous faire le vôtre normalement à partir de cette vidéo. Alors tout d'abord, pour donner un peu de contexte, ce que j'ai testé c'était la version ultime de l'abonnement, parce qu'il y a 3 versions d'abonnement, le gratuit, le performance et le ultime, qui ont des offres et des performances différentes. Donc moi celui que j'ai testé était basé sur une 40-80 et pour les jeux compatibles sur une 50-80, avec du coup les technos qui vont avec comme le multiframe génération. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que du cloud gaming, je vais expliquer très brièvement et très simplement. En fait, c'est la possibilité de jouer à des jeux PC que tu possèdes sur Steam par exemple, Epic Games, les jeux compatibles, sur un PC que tu n'as pas physiquement en face de toi. Donc par exemple, je vais pouvoir démarrer GeForce Now, donc qui est une application comme ton navigateur internet par exemple, et ça marche aussi depuis le navigateur, et une fois que tu seras dans la plateforme, tu vas pouvoir lancer le jeu de ton choix que tu as évidemment, et ça te permettra de jouer avec un PC que tu n'as pas physiquement en face de toi. Donc tu peux jouer au dernier AAA en full ultra sur un PC de bureautique par exemple, ou même sur un Mac, sur un PC Linux, on va en reparler, ou même depuis ta télé directement sans box internet si elle est compatible évidemment. Et une fois du coup que tu as compris ça, c'est là que ça devient intéressant, les nouveautés et la proposition de Nvidia. Alors pour donner un peu de contexte, j'ai pu tester avec différents scénarios, différents PC, pour tout simplement me montrer les nouveautés et surtout les tester physiquement, donc je vais pas juste me baser sur ce que je peux lire sur un site internet par exemple. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement expliquer les nouveautés etc. en fur et à mesure, en fonction des mises en scène que je vais te montrer en même temps. Je te mettrai des images, parce que du coup c'était dans un loft où il y avait un peu tout à côté, donc comme ça permet d'un peu agencer et organiser la vidéo. Donc on peut commencer avec du jeu en natif sur une télé. Alors attention, c'est compatible uniquement chez certaines télés LG et certaines télés Samsung, où ça va être une application à installer exactement comme YouTube par exemple, et ensuite tu pourras connecter clavier, souris ou même ta manette, ça fonctionnera, ou même plusieurs manettes, ça fonctionne aussi en fonction de la télé évidemment. En tout cas côté GeForce Now, ça fonctionne. Donc sur cette petite télé LG, ce que j'ai pu tester, c'est tout simplement Cyberpunk 2077 basé sur une RTX 5080, avec tout simplement le jeu au maximum, en 4K avec tous les réglages graphiques au maximum, avec du DLSS modèle Transformer en performance, et avec le multiframe génération d'activer, donc la génération d'images multiples de Nvidia qui est exclusif aux séries 5000. Alors déjà ce qu'on peut voir, c'est les FPS qui sont affichés en haut à droite, ainsi que la latence. Alors c'est pas la latence totale qui est affichée, c'est-à-dire que ça ne prend pas en compte la latence du périphérique par exemple auquel tu joues, donc ta manette ou ton clavier souris, mais ça donne quand même une idée de la latence côté tout simplement transmission-réception, donc côté plutôt serveur. Donc sur Cyberpunk 2077, on était à 120 images par seconde en réception. Je précise réception parce qu'il y a un chiffre à gauche qui est les FPS qui sont vraiment produit dans le jeu, c'est-à-dire que tu peux être par exemple à 165 images par seconde dans le jeu, ce que le serveur d'Nvidia par contre t'envoie comme image, c'est limité à 120. Alors c'est purement à titre indicatif parce qu'en fait vu que t'es bloqué à 120, techniquement même si tu as plus d'images, tu vois pas vraiment la différence, donc c'est plus à titre indicatif pour voir si t'as des drops de FPS par exemple, tu passes de 160 à 50, bah là tu vas le ressentir parce que toi t'es censé être à 120. Bon après très honnêtement avec une 5080 sur Cyberpunk 2077, avoir des drops d'FPS aussi importants, ça me paraît plutôt compliqué. Donc ça c'est un cas d'usage quand même plutôt simple, c'est-à-dire qu'on va démarrer le client GeForce Now depuis la télé, jouer à un jeu et mettre tout en ultra ou avec les réglages que tu veux. En tout cas là ce qui était vraiment intéressant c'était de voir la qualité sur une grande télé et surtout que le jeu avait le pass tracing activé, c'est-à-dire une version améliorée du ray tracing qui est beaucoup plus gourmand, et pourtant on était quand même à 4K 120 avec encore une fois le DLSS performance activé en transformer et le multiframe génération. Et l'écran était configuré en HDR, donc avec une plage dynamique beaucoup plus élevée et un rendu beaucoup plus beau, on va pas se mentir, surtout sur une télé aussi qualitative aussi, mais sur n'importe quel écran qui a un bon HDR, même un écran de PC. Alors en termes de ressenti pur de latence qualité, alors niveau latence j'ai vu aucune différence avec mon PC en local, en sachant que si vous ne le savez pas, mon PC j'ai une 5080, j'ai Cyberpunk aussi, donc c'est plus facile de comparer. Alors évidemment la latence est moins élevée avec un vrai PC, mais c'est pas pour autant que j'ai ressenti de la latence sur la télé avec une manette en sans fil sur du coup Cyberpunk et sur un service de cloud gaming.
gaming. Là où j'ai pu voir un petit défaut entre guillemets, c'est plus sur la qualité d'image qui, sur quelques scènes vraiment très rares, on va pas se mentir, mais c'est pour pinailler un peu et parce que je fais attention à ce genre de détails, on va dire que je fais un peu trop attention à la qualité, notamment dans les vidéos où je passe un peu trop de temps pour faire ça, et bah c'est vrai que j'ai pu ressentir une différence avec quand je branche mon PC sur ma télé et que je joue en local, en 4K avec les mêmes réglages. Il y avait un peu de pixelisation de temps en temps, très rarement, on va pas se mentir, il y en a eu quand même un peu, mais de manière générale, c'est quand même très bien et je pense que je préférerais ça à mon PC local dans certains cas. Alors pourquoi je dis ça, et c'est en fait un avantage du cloud gaming, ça va être la consommation d'électricité qui du coup est inexistante vu qu'il n'y a pas un PC qui tourne à fond à 350 watts sur ma prise électrique. Il n'y a pas de problème de bruit parce que techniquement la télé ne fait pas de bruit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ventilo qui tourne ou autre. Il n'y a pas de problème de stockage ni de temps d'installation ou de mise à jour parce que les jeux sont directement installés, donc je les lance, ils sont déjà installés et mis à jour, ce qui me permet d'avoir zéro attente, zéro problème. C'est vraiment du plug and play. C'est un peu dans le même style de SteamOS par exemple où on va allumer la console, directement arriver sur l'interface de Steam, lancer le jeu et jouer. Sauf que là on peut quand même se prendre des mises à jour etc. Mais je veux dire dans le principe ça se rapproche plus de SteamOS que bien de Windows. Et d'ailleurs vu que je parle de SteamOS, c'est une très belle transition pour dire que Nvidia GeForce Now est officiellement compatible nativement avec SteamOS et même avec Linux de manière générale. Donc ça va permettre tout simplement de jouer par exemple depuis un Steam Deck à des jeux avec une qualité graphique plus élevée, de gagner sur l'autonomie vu que c'est une console portable, c'est quand même assez intéressant et honnêtement ça marche plutôt bien. Alors le jeu en question je ne le connais pas et je ne l'ai pas personnellement donc je vais pas comparer, c'est pas le but de ce test là, c'est surtout pour dire que c'est disponible sur SteamOS, sur Linux aussi, on en reparle dans quelques instants, et que pour le coup c'est vraiment pratique sur une console comme ça qui a une grosse autonomie du fait qu'elle est sous SteamOS et pas sous Windows, et ça enlève un peu le défaut qu'on pourrait trouver à cette console d'avoir pas énormément de performance non plus, pas la plus performante du marché, donc ça permet de, quand on est chez soi et qu'on a une connexion internet, parce qu'il faut une connexion internet pour ce genre de service là, et bien ça permet de jouer dans son lit en pleine qualité sans que la console elle chauffe, elle fasse du bruit du coup forcément, et elle a du coup une meilleure autonomie, donc c'est vraiment très pratique. Vu que je parle de Linux justement, ça arrive également sur Linux de manière générale, donc là j'ai pu tester Indiana Jones sur un PC Linux qui avait une 3060, et pourtant malgré Linux entre guillemets, même si pour le jeu c'est maintenant largement utilisable, et malgré surtout une 3060 avec un écran 21/9, j'ai pu jouer à Indiana Jones en pleine qualité graphique, avec des performances vraiment très convaincantes de type 120 images par seconde, sur une résolution du coup qui n'est pas standard. On n'est pas sur du 16/9 comme 90% des écrans du marché, on est sur du 21/9. Donc là, c'était un écran 21/9 en 5K, donc 5160 par 2160, 5120 pardon par 2160. Donc là, rien à dire pour le coup, j'ai pu jouer, l'écran déjà est magnifique. Bon, là, on part un peu de Nvidia GeForce Now, mais l'écran était vraiment sublime. Écran incurvé du coup 21/9 et ça marchait vraiment très bien, pas de problème de latence. En plus, je jouais clavier-souris, donc la latence, on la ressent un peu plus que manette quand même. La fluidité aussi, on la ressent un peu plus clavier-souris que manette pour des raisons de clavier, on a tendance à avoir, enfin en tout cas souris, on a tendance à avoir des mouvements beaucoup plus brusques, beaucoup plus violents et directs, alors que le joystick, ça reste des petits à-coups, un petit mouvement un peu fluide. Là, du coup, ça marchait vraiment très bien en 21/9. Évidemment, il faut que le jeu soit compatible, mais du coup, c'est pas la faute de la plateforme de cloud gaming. Donc là, Nvidia GeForce Now, c'est plus en fonction du jeu. Pour continuer un peu sur les écrans particuliers, on va dire, qui sortent de l'ordinaire, on a également une compatibilité avec les écrans 32/9, ce que je ne m'attendais pas du tout. Quand j'avais vu l'écran en 21/9, je m'étais dit, là, c'est la limite. Il y aura jamais de compatibilité de 32/9, c'est un peu chiant. Et surtout, il n'y a pas tant de monde que ça qui en utilise. Et pourtant, juste à côté, il y avait un 32/9 que je n'avais pas vu, sur un jeu donc Flight Simulator qui est vraiment très bien sur du 32/9, on va pas se mentir. Donc ce que ce petit scénario nous permettait de voir, c'est que ça fonctionne sur du 32/9, mais qu'en plus de ça, il y a la compatibilité officielle avec les joysticks donc de vol pour faire des simulations de vol, notamment sur Flight Simulator notamment, mais donc qui sont compatibles avec GeForce Now. Et ça c'est vraiment cool, parce que ça permet tout simplement d'avoir la même expérience et les mêmes accessoires compatibles qu'un PC standard que je pourrais avoir physiquement chez moi. Pour là, niveau latence, etc., je m'y connais vraiment pas assez déjà pour faire décoller l'avion, donc je ne pourrais pas en parler plus que ça, mais en tout cas le jeu tourne très bien, il est très beau, ça prend du coup évidemment tout l'écran, le 32/9, le plein format, et ça a permis de voir aussi le fonctionnement du serveur, mais ça on en parle un peu plus tard parce que c'est un peu plus technique, donc j'ai surtout envie de rester dans quelque chose de plutôt simple entre guillemets à comprendre, et on ira dans le technique un peu après. Pour passer à l'avant-dernier scénario, quelque chose que je trouve très intéressant et très important pour beaucoup de gens qui jouent notamment avec ce genre de service de streaming, enfin de cloud gaming, c'est tout simplement la possibilité d'avoir des pleines performances sur des jeux
jeux multijoueurs compétitifs. Donc là c'était sur Overwatch avec un écran 240 Hz et en 240 FPS sur le service de cloud gaming GeForce Now du coup. Un peu comme avec Flight Simulator, je ne suis pas un joueur professionnel, je ne joue pas du tout à ce genre de jeu, donc c'est compliqué pour moi de comparer, mais en tout cas c'était très fluide, pas de perte d'image, rien, 240 FPS ou plus évidemment, parce qu'encore une fois ça peut dépasser, mais ce qu'on reçoit nous niveau côté écran et côté serveur c'est 240 constant maximum, et voilà honnêtement, rien à dire, ça marche très bien, c'est très intéressant, niveau latence aussi c'est très intéressant, et en fait là on est un peu comme sur toutes les autres mises en scène qu'il y avait sur des latences vraiment très basses. Encore une fois c'est pas la latence totale, mais ça donne déjà un bon aperçu d'une latence à prendre en compte. Ce que je veux dire c'est que c'est une bonne métrique à regarder. Et justement vu que je parle du 240 FPS sur Nvidia GeForce Now, il faut savoir que dans ce cas-là ça tournait sur Mac, parce que oui, même sur un Mac on peut installer Nvidia GeForce Now et y jouer sans problème, ce qui permet de jouer à des jeux avec des grosses performances. Alors un Mac ça reste performant, mais il n'y a pas non plus tant de jeux compatibles que ça, donc là ça permet d'avoir le même catalogue de jeux qu'un PC Windows, mais du coup avec un service de cloud gaming sur un Mac. Donc ça c'est vraiment très bien, ça ne me concerne absolument pas, mais si tu as un Mac et que tu veux jouer, eh bien c'est possible avec ce genre d'alternative là, c'est pas du local du coup, mais ça fonctionne entre guillemets pareil. Donc là on a vu un peu tous les scénarios possibles, toutes les nouveautés également, je l'ai pas précisé mais on peut aussi jouer depuis une tablette ou un téléphone, donc je peux tout simplement lancer GeForce Now sur mon téléphone, connecter une manette pour que ça soit un peu plus jouable, et du coup jouer à mes jeux PC avec mes sauvegardes également, et bien sur mon téléphone, c'est plutôt pratique. Mais là du coup on va rentrer dans le côté un peu plus technique, qui est je trouve très intéressant, mais qui intéressera pas forcément tout le monde pour des raisons plutôt évidentes. Alors ce que j'ai fait c'est que j'ai filmé tout simplement le côté de l'écran où il y avait toutes les statistiques, donc ce qui nous permettait de savoir sur quelle carte graphique ça tournait, donc une 5080 dans ce cas-là, d'avoir les images par seconde en jeu, les images par seconde qui sont diffusées sur l'écran, la latence en millisecondes, qui est la valeur classique de latence on va dire, les informations sur le réseau, parce qu'il faut quand même une bonne connexion internet, un minimum en tout cas, pour avoir eh bien, ce service de cloud gaming en grande qualité et grande performance, donc avec des informations sur la perte d'image, perte de paquets, la bande passante totale disponible et celle utilisée actuellement. Donc on peut voir par exemple que sur Indiana Jones, j'étais approximativement, on va dire en moyenne, à 50 mégabits par seconde, du coup avec Indiana Jones en résolution max, en qualité max, et avec tout au max et à 120 images par seconde. Donc c'est pas énorme, il y a beaucoup de connexions internet qui peuvent le faire, surtout qu'en France, la fibre est bientôt déployée dans la France entière d'ici 2027 je crois. Bref, il y a quand même plus beaucoup d'endroits qui n'ont pas énormément de connexion internet, en tout cas de débit, donc ça te permet quand même d'en profiter, en sachant que le fonctionnement du serveur, c'est ce que je voulais dire par rapport à tout simplement Flight Simulator, c'est que la quantité de données qui va être utilisée, donc là dans le cas de Indiana Jones, j'ai dire en moyenne 50 mégabits par seconde, va être adaptatif automatiquement en fonction de ce qui se passe sur l'écran. Par exemple, Flight Simulator, si tu vas très haut dans les nuages, en fait ça va être grosso modo que du ciel bleu avec des nuages qui sont quand même plutôt similaires en termes de texture et d'apparence, on va pas se mentir. Donc forcément le débit demandé va être plus bas. On va être par exemple sur du 20 mégabits par seconde. Mais dès qu'on va commencer à descendre, par exemple tu descends en pic dans une montagne avec plein de forêts, donc plein d'arbres, peut-être des animaux, enfin bref, du détail on va dire, et bien là le débit va augmenter pour compenser cette demande d'informations supplémentaires, de détails supplémentaires. C'est totalement transparent, ça ne se ressent pas en jouant, mais ça permet d'avoir toujours une qualité très bonne, sans prendre tout le temps beaucoup de bandes passantes, ce qui est pas forcément très utile en fonction des cas de figure. Et ensuite, tout en bas, dans diffusion en continu, on va voir tout simplement la résolution utilisée, le codec et l'emplacement du serveur. Donc toujours dans le cas de Indiana Jones, on était donc sur un écran en résolution 5120 par 2160 comme je l'ai dit précédemment, donc c'est du 21/9 5K, et le codec utilisé, on était sur du H265 en 10 bits avec une gamme de couleurs en 444 UV. Alors peut-être que pour toi c'est du charabia et que c'est très compliqué, je vais essayer de le simplifier et de te l'expliquer très brièvement. La première information du codec, ça va être l'encodeur. On va dire qu'il y en a trois différents, c'est les trois les plus connus. On va avoir le H264 qui est le plus connu, H264. Ensuite on va avoir le H265 et plus récemment le AV1. Alors c'est des encodeurs qui vont être plus ou moins utiles en fonction des cas de figure, en fonction du matériel aussi, parce qu'il faut du matériel compatible qui peut le décoder. Le H264 c'est le format le plus compatible avec l'ensemble des appareils aujourd'hui, un codec qui permet d'avoir une bonne qualité mais avec des fichiers qui sont de taille on va dire moyenne. Le H265 qui va être très utilisé pour de la 4K et plus en termes de résolution, qui lui va permettre d'avoir une qualité supérieure à débit équivalent avec du H264. Exemple concret, sur Twitch par exemple, les streams sont tous à 6 mégabits par seconde maximum. Et bien 6 mégabits par seconde, alors H264 ou en H265, et bien à débit équivalent, le H265 aura quand même une meilleure qualité, c'est-à-dire qu'il va avoir tendance à moins pixeliser, mais c'est pas pour autant que le fichier sera plus gros. Alors fichier plus gros, c'est plus si tu fais par exemple des vidéos, que tu enregistres quelque chose en local, où là du coup la taille compte. En stream, grosso modo, tu t'en
fout un peu. Donc tes fichiers sont plus petits et de meilleure qualité avec du H265 comparé au H264. Par contre, il n'y a pas tous les appareils qui sont compatibles, qui peuvent le décoder ou l'encoder, donc le lire ou l'écrire, même si à l'heure d'aujourd'hui, on va pas se mentir, il y a quand même 90% des appareils qui sont compatibles. Et le dernier format, le AV1, qui était dans mon cas de figure uniquement sur la télé LG qui pouvait le décoder, et bien là c'est le codec, on va dire, ultime, le plus intéressant, parce qu'on est sur une évolution un peu dans le même style que le H265, donc c'est-à-dire qu'on va avoir une meilleure qualité avec un débit identique, mais ce qui veut dire aussi qu'on va avoir une qualité identique à débit inférieur. Alors Nvidia l'avait très bien montré dans une conférence il y a un petit moment quand le codec AV1 était sorti. Il me semble que c'était avec les RTX 40, alors pas que c'était avant. Et là ça te permet vraiment d'avoir une compression bien meilleure, donc c'est-à-dire moins de pixelisation, une qualité d'image plus détaillée, avec un débit identique, une qualité d'image bien meilleure, ou un débit inférieur, mais une qualité identique du coup. Donc bref, c'était des codecs très différents, mais c'est très important, surtout dans ce cas de figure-là, dans un cas de figure où en fait la pixelisation, il faut vraiment l'éviter. Ensuite, le 10 bits, ça va être la profondeur de couleur, donc on va avoir du 8 bits, du 10 bits, du 12 bits, du 16 bits, etc. Les écrans de maintenance sont en général tous compatibles 10 bits, sinon ton écran est tout simplement 8 bits, ça c'est la profondeur de couleur, donc on va dire que la plage de couleurs, tu as beaucoup plus de couleurs sur du 10 bits que sur du 8 bits, j'essaye de généraliser, c'est un peu compliqué, mais je pense que j'ai plutôt bien expliqué, je pense que tu vois à peu près ce que ça fait. Et ensuite, la dernière valeur, ça va être la plus compliquée à expliquer, c'est tout simplement le format de compression des couleurs. C'est exactement le même principe que le H264, H265, AV1, c'est-à-dire qu'il y a des formats où les couleurs vont être moins précises, moins détaillées, on va dire, et des formats où les couleurs vont être au contraire beaucoup plus justes et beaucoup moins compressées, beaucoup moins baveuses, par exemple. J'essaye en même temps que je parle d'afficher des exemples pour expliquer un peu plus le propos. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour 90%, 95% même des gens, vous ne verrez pas la différence sur ce genre de contenu-là, et même de manière générale, vous ne verrez pas forcément la différence. Même moi, des fois, j'ai un peu de mal, et j'aurais plus tendance à dire que je ne vois pas la différence, plutôt que à dire que je vois la différence. Mais voilà, en tout cas, c'est des informations quand même plutôt sympas à avoir et à connaître, si jamais ça t'intéresse, etc. Mais c'est quand même bon de les avoir sous la main. Et ensuite, bon, l'emplacement réel du serveur, c'est juste pour savoir si ton serveur est en France, en Allemagne, en je sais pas où, ça peut indiquer si tu as plus ou moins de latence. Par exemple, si tu es en France, le serveur détecté est aux États-Unis, j'abuse un peu, et bien forcément tu risques d'avoir beaucoup plus de latence que si le serveur était en France. Donc en soi on a un peu fait le tour de toutes les nouveautés, des explications un peu plus techniques également, mais qui sont intéressantes sur le fonctionnement aussi de GeForce Now. Moi c'était quelque chose que je trouvais vraiment très intéressant, déjà à expliquer ici, mais surtout à avoir sur place, parce que c'était aussi le but d'aller là-bas, c'était pas que juste tester, c'était aussi d'avoir des informations supplémentaires techniques et un peu plus générales on va dire. Prochainement je vais essayer de tester chez moi le service pour pouvoir vous en parler un peu plus, que c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Je sais que Booster8 ça vous avait pas mal intéressé à l'époque, j'avais fait une vidéo aussi sur xCloud qui vous avait également pas mal intéressé, mais c'est bon, pas très particulier comme service de cloud gaming, mais du coup j'aimerais bien faire une vidéo dédiée à Nvidia GeForce Now pour tester tout simplement, parce que ça reste, on va pas se mentir, le leader en termes de performance et de qualité sur du cloud gaming. Il y a des défauts, il y a des qualités bien évidemment, mais de manière générale ça reste quand même le plus utilisé, donc c'est pas plus mal de le tester très profondément. Évidemment, j'en profite pour remercier encore une fois Nvidia de m'avoir invité, c'était vraiment très sympa, et j'y retourne à l'heure actuelle où je fais la vidéo dans une semaine pile poil pour tester en avant-première le DLSS 4.5 avec le modèle Transformers de deuxième génération, mais également le multiframe génération x5 x6 adaptatif et toutes les nouveautés qui ont été annoncées pendant le CES où j'étais également. Mais du coup là je vais tout tester, tout filmer, tout vous montrer, on va en parler, bref, ça va être très sympa et on testera quand ça sortira parce que ce n'est évidemment toujours pas sorti à l'heure actuelle. Enfin, une partie, mais pas tout, on va dire. Bref, on en parle d'ici très peu de temps et on en reparlera quand ça sortira, je crois que c'est milieu d'année si je dis pas de bêtises. En tout cas, ça va être très très cool. Dites-moi ce que vous en avez pensé de cette petite vidéo, de ce petit format et surtout de Nvidia GeForce Now. Est-ce que vous l'utilisez? Je sais que vous êtes vraiment beaucoup à l'utiliser de ce que j'ai cru comprendre des autres vidéos. Et du coup, oui, je reprends les vidéos de façon normale parce que là, ça fait un mois que j'ai pas vraiment fait de vidéo. Enfin, j'en ai fait 4 sur le CES, mais que je n'ai pas fait de vidéo classique de d'habitude. Donc on reprend, on va pas reprendre 5 vidéos par semaine direct, je suis encore un peu fatigué, mais on va reprendre tout doucement, progressivement, et repasser à notre rythme de croisière de 4-5 vidéos par semaine. Bref, il y a beaucoup de choses très cool qui arrivent très prochainement, donc restez connectés, n'hésitez pas à vous abonner, bien évidemment, à liker la vidéo et à la booster, très important. Et du coup, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je sais pas s'il y aura une vidéo entre-temps entre le prochain Nvidia et cette vidéo-là. Normalement oui, mais bon, je préfère dire que non au cas où. Bref, à très bientôt pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, ciao ciao.